Entre les diagnostics immobiliers, le DPE, les aides pour rénover, il y a beaucoup de nouveautés cette année, d'autant que ça évolue sans cesse. Et bien justement, on va faire le point dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Deux spécialistes, deux experts en plateau qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler de diagnostic immobilier, pour parler de DPE. On a besoin de conseils, on a besoin d'y voir plus clair. Pierre-Marie Perrin, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur des affaires publiques d'Elio, spécialiste de la rénovation énergétique. Et Yannick Henouche, bonjour. Bonjour. Président de la CDI FNAIM, mais également d'Exim, qui est aussi spécialisé dans la rénovation énergétique. Alors, question d'introduction à tous les deux. Pourquoi est-il important aujourd'hui de réaliser des diagnostics immobiliers? Pierre-Marie. Mais la première des choses, c'est qu'à partir de 2025, vous allez avoir besoin notamment d'un DPE, pour obtenir des aides pour rénover votre logement. Et ça, c'est extrêmement important. Donc le DPE, c'est une étiquette, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voir les consommations énergétiques, de comprendre comment est fait notre logement, quelles sont nos consommations. Et donc pour ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est très important pour les Français, parce que ça donne aussi la valeur du bien et savoir si on a une bonne étiquette, si on va bien pouvoir vendre son logement. Et si on a une plus mauvaise étiquette, on se rend compte qu'il y a des études qui disent qu'un logement peut être vendu à 15 ou 20% moins cher à cause d'une étiquette plus basse. Donc la valeur du bien, Yannick Henouche. D'autres choses, les diagnostics immobiliers. Il faut faire attention de ne pas résumer. Il n'y a pas que le DPE. Le diagnostic au DPE. Le diagnostic immobilier existe depuis une vingtaine d'années. Notre filière a été mise en place par le législateur pour protéger le consommateur de certains abus. Des abus sur la surface. Est-ce qu'on a une bonne surface qu'on a achetée? Et Dieu sait qu'à Paris, à des prix aux alentours de 10 000 euros du mètre carré, c'est important de savoir ce qu'on doit acheter. Les pathologies du bâti. Est-ce que vous avez de la mérule? Est-ce que vous avez des problématiques liées à des champignons ou des termites, mais aussi tous les systèmes électriques, de gaz, les problématiques de plomb dans les peintures, les problématiques d'amiante et bien entendu le DPE. Il faut savoir que tous ces indicateurs que nous faisons au moment d'une vente ou d'une location au titre des diagnostics immobiliers dans leur ensemble permettent d'informer le consommateur, mais aussi donc de le protéger. Celui qui va acheter ou celui qui va louer un bien immobilier, il saura exactement ce qu'il en est. Depuis la loi climat-résilience, dans tous nos diagnostics, et tu viens de le signifier, on a un fort angle sur le DPE. Et puis le confort de l'habitat, évidemment aussi le carnet de santé d'information sur le logement. C'est bien d'avoir aussi cette traçabilité, de voir aussi ce que l'on achète ou dans quoi l'on vit. Pierre-Marie. De nombreux Français ont des surprises quand ils prennent un logement et on n'a pas tous forcément la connaissance très fine de tout ce qui peut se passer dans un logement et donc les diagnostics permettent justement d'avoir une information fiable et de pouvoir mieux vivre dans son logement. Donc c'est très important de pouvoir les faire, d'en avoir connaissance et puis le transmettre aux futurs acquéreurs ou aux futurs bailleurs. Alors tous les deux vous êtes des spécialistes. Tout d'abord Yannick Henouche, la CDI FNAIM, qu'est-ce que c'est ? Alors, la CDI FNAIM est un syndicat professionnel. On regroupe dans notre organisation tous les diagnostics immobiliers de France et de Navarre qui ont envie de s'investir dans leur filière, faire avancer le métier, faire avancer les formations, l'accès au métier, est-ce que des jeunes vont rentrer, comment on peut informer nos concitoyens sur notre métier. Bref, on est un des acteurs publics qui permet à la fois au gouvernement de mieux comprendre notre métier et de le faire avancer, puisqu'on discute toutes les semaines avec les pouvoirs publics, le ministère du Logement, le ministère de l'Environnement, la DHUP, le Conseil national de l'habitat. Je salue ici Lionel Cos, son président. Et puis, à côté de ça, nos concitoyens, nos confrères, les agents immobiliers, les opérateurs de travaux dans nos maisons, dans nos logements, et puis aussi les jeunes qui veulent venir dans un nouveau métier pour apprendre à comprendre ce qu'on pratique. C'est un métier qui est passionnant, qui est très très jeune. On a une vingtaine d'années, parfois décrié parce que, bien sûr que tout Rome ne s'est pas fait en une journée. Donc on a encore beaucoup de travail, nous, pour acculturer les gens à notre métier et puis à former nos collègues pour une montée en compétences nécessaire. Oui, et donc aussi pour essayer de comprendre. Alors Yannick Henouche, sur notamment la rénovation énergétique, on est un peu perdu. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, d'important, mettre dans la tête des gens au niveau des aides ou sur la rénovation énergétique depuis le début de l'année 2024? Quoi de nouveau alors? Si vous permettez que je monte deux petites marches, on a changé de siècle, on est en train de sortir des énergies carbonées.
nos logements, le bâtiment en France consomme à peu près 40% d'énergie fossile. Il est grand temps de le faire baisser. C'est une volonté européenne, c'est une volonté du gouvernement, mais c'est aussi, je crois, une volonté mondiale. Il est important de faire évoluer notre consommation d'énergie. Alors, la loi climat-résilience du 1er juillet 2021 a embarqué toute notre filière, tous les gens. Parce qu'on est tous des consommateurs de logements, d'habitat. Ici, il y a des murs autour de nous, on consomme de l'électricité, de la clim, etc. Et donc, il faut qu'on ait d'abord, dans un premier temps, une prise de conscience. Je crois que maintenant, on a embarqué tout le monde. Tout à l'heure, vous stipuliez le fait que parfois le DPE pouvait donner des baisses de prix s'il est vraiment mauvais. Et en effet, on voit que ça a une incidence sur le prix des biens. Mais c'est aussi sur l'usage du bien. Est-ce qu'on se sent bien dans un bien qui est mal chauffé, qui est trop froid, trop humide, etc. Donc les diagnostics sont devenus l'alpha et l'oméga de la connaissance d'un bien immobilier. Ça, c'est le premier point. Le gouvernement a été très ambitieux avec la loi climat-résilience. Il est poussé aussi par l'Europe, il est poussé aussi par des phénomènes politiques, d'écologie, de sensibilisation, etc. Et donc, on a essayé de dire, dans un calendrier, il faut qu'on transforme nos logements. 2025, 2028, 2034, tout le monde connaît l'ambition de départ. Ça, c'est l'ambition. Oui. Et c'est l'ambition qui est forte. Alors, donc, ça frotte un peu, parce qu'il y en a qui ne veulent pas faire des travaux, d'autres ils disent c'est trop cher, d'autres ils disent mais pourquoi je veux le faire, moi, mon bien, il ne consomme pas, etc. Tout le monde a un avis. C'est un peu comme en football, il y a 30 millions de sélectionneurs. Voilà. Le gouvernement essaye de suivre et d'acculturer tout le monde. Alors, il y a des choses qui évoluent. On évoquait tout à l'heure le DPE qui permet d'avoir des aides. Là, il a été un peu gelé jusqu'au 1er janvier 2025. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà prendre conscience. Une fois qu'on a pris conscience, on se dit comment on va transformer son logement. Pour transformer son logement, il faut faire des travaux. Mais avant de faire des travaux, pour ne pas faire n'importe quoi, il faut faire un diagnostic. Il faut faire un DPE qui vous donnera une première photographie des dysfonctionnements ou des points d'amélioration ou des qualités de votre logement. Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que les fenêtres sont étanches? Est-ce que la ventilation est correcte? Est-ce que le système de chauffage produit assez ou pas trop de carbone ou est justement énergivore? Voilà, tout un tas d'items que vous retrouvez dans votre DPE et qui permet après à des professionnels de pouvoir embarquer des travaux nécessaires. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois que tout à chacun, parce que ça change tous les 6 mois, doivent imaginer une trajectoire. Il ne faut pas être dans un moment conjoncturel. Il ne faut pas vivre la rénovation énergétique de manière instantanée. Il faut la vivre pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la valorisation de notre bien. Donc il faut faire des travaux, il faut améliorer son logement, il faut moins consommer et peut-être aussi il faut changer ses usages. Peut-être il y a quelques années, il y a 30 ans en arrière, on laissait les lumières allumées, on ouvrait 50 fois le frigo dans la journée. Peut-être qu'il faut faire un peu plus attention. Et donc toute cette sensibilisation tourne autour d'un élément central qui est le DPE. On l'a souligné déjà à plusieurs reprises. Et c'est important que chaque Français sache quel est son DPE. Donc la première chose, c'est de faire un constat. Si vous avez mal à la jambe, on ne va pas vous mettre un plâtre tout de suite. Vous allez d'abord voir un radiologue et vous allez avoir un diagnostic. Et donc nous, on est à ce niveau-là. Vous avez une maison, faites un diagnostic et après, il y a plein d'opérateurs extrêmement compétents qui vont vous aider, vous épauler pour pouvoir faire des travaux de rénovation. Un mot tout de même, j'y reviens, sur les nouveautés depuis le début de l'année. Par rapport aux aides, ça a bougé, ça a un petit peu changé. Alors d'abord, il y a des enveloppes énorme. Il faut déjà aussi en être conscient. Je ne suis pas pro ou anti-gouvernement quand je dis ça, mais il faut dire que le gouvernement met des enveloppes de plusieurs milliards d'euros de travaux, d'aides, d'éco-PTZ, de crédits bonifiés pour pouvoir faire des travaux de rénovation énergétique. Il est important aujourd'hui de les utiliser parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Donc déjà, il y a des aides, il faut les utiliser. Ça évolue un peu. Alors tantôt on fait du monogeste, tantôt on fait du trigeste, etc. Au monogeste, oui. Voilà, là on revient au monogeste, vous pouvez changer vos fenêtres, changer votre chaudière, faire de l'isolation par extérieur, pas besoin de tout faire. Ok, parce que le gouvernement a bien vu que les Français, le temps qu'ils comprennent tous les dispositifs, ça met un peu de temps. Donc là, on a jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir bénéficier d'aides pour faire des monogestes. Moi, j'aurais tendance à dire que imaginez les travaux dans leur globalité. Aller changer des fenêtres alors que vous avez un système de chauffage désuet n'a aucun sens. Ouais. Pierre-Marie,
Hélio. D'abord, Hélio, qu'est-ce que c'est ? Alors Hélio, on est un acteur français indépendant qui travaille sur l'ensemble des consommations énergétiques de plusieurs typologies de clients. Donc c'est-à-dire qu'on va travailler autant pour le particulier qui a envie de réduire sa facture énergétique, de faire baisser sa consommation, mais on travaille également pour les collectivités territoriales, pour l'industrie, pour l'agriculture, pour le transport. Et donc tous ces clients, tous ces consommateurs ont besoin, dans leur chaîne de valeur, de réduire leur consommation, de faire baisser leur facture. Et donc nous, ce qu'on fait, on va faire un diagnostic. On parlait de diagnostic tout à l'heure. On va faire une photographie de l'existant. On va détecter, on va faire de l'ingénierie technique. Et une fois qu'on a cette photographie, on va préconiser des scénarios de travaux. Donc en fonction du diagnostic, on va dire, voilà, votre maison consomme trop, votre système de chauffage n'est pas assez performant. On va préconiser des scénarios de travaux, 1, 2, 3 gestes de travaux. Pour les ménages, on va s'orienter, on va essayer vers la rénovation globale, parce qu'on sait que ce sont les aides qui sont les plus importantes. Et une fois qu'on a ce diagnostic, on a préconisé les scénarios de travaux, on a toute la dynamique d'ingénierie financière. Donc on va aller trouver les meilleures aides pour les citoyens, mais pour les entreprises, pour les collectivités territoriales. Et les aides, elles sont diverses. On parlait tout à l'heure des aides publiques, mais il existe également des aides privées à travers un dispositif qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie, qui est le plus gros dispositif, et il faut le savoir, qui finance la transition énergétique en France aujourd'hui. C'est quasiment 6 milliards d'euros pendant une période par an pendant 4 ans, et à partir de 2026, ça sera sûrement peut-être 10 milliards. Donc c'est énorme. Et donc ça, on n'a pas forcément une très bonne connaissance, et nous, on va apporter ces financements, on va aller les chercher, et on va les mobiliser afin d'aider à financer des travaux de rénovation énergétique, mais pas forcément, ça peut être également pour des communes, on va changer leur... Des exemples justement, des communes en région, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Alors concrètement, par exemple, pour la ville de Laval, qui a un maire qui est extrêmement dynamique, Florian Berco, on a fait plusieurs choses. On les a aidés pour leur école, notamment pour une école qui s'appelle Jules Verne. Monsieur le maire nous a dit, moi, si j'ai pas de financement extérieur, je ne pourrai pas engager ces travaux parce que c'est une somme trop importante pour nous. Et donc, on est allé lui mobiliser des aides à travers les certificats d'économie d'énergie notamment, et on a isolé cette école, et on fait une isolation thermique par l'extérieur, un montant d'à peu près un peu plus de 100 000 euros. On a réussi à lui mobiliser plus de 20 000 euros, donc plus de 20% des aides. Donc pour lui, c'est très important, et pour les communes, c'est extrêmement important d'avoir des gens, des acteurs indépendants, des acteurs qui connaissent très bien cette moulinette entre guillemets des aides, et qui vont mobiliser les aides locales, les aides européennes, les aides privées, et qui réussissent à réduire le reste à charge. On a fait également autre chose. Il y a des aides qui sont pour l'éclairage public, et on a réussi pour la ville de Laval à obtenir quasiment 400 000 euros d'aide. Donc il y a des aides qui existent. Il faut aller voir les bons acteurs. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, se renseigner. Pour les ménages, aller voir les dispositifs publics, aller voir France Rénov'. Si on a envie d'engager une rénovation globale, on va aller voir mon accompagnateur Rénov' qui va vous organiser, vous aider à prévoir vos travaux, à engager, à savoir ce qu'il faut faire et à vous accompagner tout au long du processus de travaux. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous, Hélio, on est vraiment un acteur qui accompagnons l'ensemble des consommateurs d'énergie de A à Z dans leurs projets. Et vous menez notamment des études auprès de propriétaires bailleurs, aussi des Français en général. Qu'est-ce qu'il faut retenir des différentes études les plus récentes sur l'engagement et la peur aussi des Français sur l'évolution de l'énergie, des prix de l'énergie ? On a fait des enquêtes notamment vis-à-vis des propriétaires en copropriété. Et on leur a demandé, est-ce que vous connaissez les différentes réglementations ? Et on a été assez surpris de voir que, et on en parlait tout à l'heure, il y a effectivement les objectifs européens, il y a cette volonté d'aller vers la transition écologique. Et bien en fait, les Français sont finalement assez au courant. On a vu que plus de 85% des copropriétaires que l'on a interrogés étaient au courant de la loi climat et résilience. Et il se trouve qu'on avait fait l'étude l'année d'avant, et c'est en hausse de plus de 11%. Donc c'est assez important. C'est des chiffres qui sont très positifs et qui montrent qu'on se rend compte, les Français commencent à se rendre compte des enjeux, et ils ont envie de réaliser des travaux de rénovation énergétique. Pareil, ça revient aussi aux audits, aux diagnostics. 63% des copropriétaires qu'on a interrogés connaissaient l'étiquette du DPE de leur logement. Donc on va se dire que c'est plutôt le verre à moitié plein, mais c'est déjà pas mal. On se rend compte que c'est beaucoup plus positif, que les mentalités évoluent et que les Français ont envie de faire des travaux de rénovation énergétique. Bon, on est plutôt dans le sens de l'histoire, la prise de conscience écologique. Est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, Yannick ? Je corroborais sur le terrain, en effet. C'est beaucoup plus optimiste que ce qu'on lit dans la presse ou ce qu'on entend dans les salons en ville. Il y a vraiment une envie de changer. Alors, est-ce qu'on est dans le bon tempo ? C'était ça la question ? Oui, entre autres.
autres, alors sur le tempo, on est au le calendrier notamment. On est au démarrage. Le calendrier, il est extrêmement ambitieux, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais il faut bien commencer, il faut bien partir d'une volonté. Et aujourd'hui, l'étude qui vient d'être citée dit que les Français veulent faire des travaux de rénovation, ils veulent moins consommer, ils veulent augmenter leur pouvoir d'achat, ils veulent vivre mieux dans leur logement et dans leur bâtiment. Et donc, le gouvernement a entendu ce tempo et cette volonté et a décidé un calendrier très serré. Alors, en effet, il est peut-être très serré. 2025, 2028, 2034. Alors, 2025, on peut quand même rappeler que les biens d'une surface de moins de 40 mètres carrés qui étaient classés G, en fait, sortent de l'interdiction de location à partir du 1er janvier 2025. C'est bien ça. Voilà. Alors, sachant qu'il y a un moteur de calcul qui est mis en place par le gouvernement, on a travaillé avec la DHUP pour pouvoir revoir le coefficient de pondération. Et en effet, il y a 150 000 logements qui ont une très grande probabilité de sortir de la classe G pour passer en F. C'était une bonne chose, il fallait le faire. À un moment donné, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain. Donc il faut aussi permettre à des gens de se louer. Donc voilà, de louer un bien et de comprendre au propriétaire qu'il va falloir qu'il fasse des travaux. Et après, la petite musique pouvait être aussi de se dire, attention, peut-être le calendrier va encore être décalé pour les autres logements. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, non ? Non, là, pas du tout. Bon. Le gouvernement est très ferme là-dessus. En tout cas, c'est les intentions qu'il expose partout. Donc là, aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient que les gens veulent changer. Il y a des entreprises qui sont capables de faire des travaux, de faire du conseil et d'accompagner les changements. Il faut qu'on laisse maintenant les travaux se réaliser. Pierre-Marie, sur le calendrier. Moi, je pense également, comme Yannick Hénouche, que le calendrier ne va pas bouger. En revanche, il faut... Pour vous, il est réaliste, en tout cas. Il est ambitieux, effectivement. Mais je pense qu'on est en capacité de le réaliser. Il y a la question, et je pense qu'on en a déjà parlé, mais la question des copropriétés dont je parlais tout à l'heure, qui est compliquée. Et il y aura peut-être des ajustements. Mais en tout cas, on est obligé de maintenir un cap clair avec des dates suffisamment précises pour pouvoir engager. Et le signal serait extrêmement négatif de dire, voilà, on va accorder un peu plus de temps pour tel type de logement. Donc on ne peut pas aujourd'hui se permettre ça. Donc je pense que le calendrier est ambitieux, mais on va le réussir, et on va le réussir si on se donne les moyens. Donc c'est-à-dire c'est les moyens techniques, humains, d'accompagnement, mais également les moyens financiers. Il y a la question d'accompagnement des ménages les plus fragiles. Comment est-ce que l'on porte, comment est-ce que ces ménages vont réussir à faire ces travaux de rénovation énergétique ? Et nous, on a plusieurs propositions, notamment que des acteurs comme Elio, par exemple, puissent porter le reste à charge et puissent se rémunérer. Donc c'est un modèle qui est très, très innovant, se rémunérer sur les économies d'énergie réalisées post-travaux. Donc c'est-à-dire que l'on va avancer le financement pour les ménages, et une fois qu'ils ont pris en main leur logement, on se rémunérera année après année sur les économies d'énergie qu'ils vont réaliser, tout en leur rétribuant une partie de ces économies d'énergie. Donc c'est innovant. Donc il y a des modèles qui existent et on doit y aller, mais les ménages les plus précaires doivent être une priorité. Alors aujourd'hui, Yannick Hénouche, justement. On le voit sur les ménages précaires, sur le terrain. On est tous les jours, nous, dans les bâtiments et dans les maisons. Il est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui sont beaucoup plus sensibilisés aux travaux, à la nécessité, à l'impérieuse nécessité de faire les travaux, c'est les ménages modestes, parce qu'il y a un vrai coût de l'achat d'énergie au quotidien. Alors les dispositifs sont quand même là, il y a des enveloppes substantielles. Paradoxalement, c'est peut-être les multipropriétaires investisseurs qui n'embarquent pas le sujet, parce qu'ils freinent un peu les investissements, parce qu'eux sont beaucoup moins aidés. Peut-être qu'il y a des choses à revoir de ce côté-là. Je voudrais insister sur, merci de l'avoir souligné, sur les copropriétés. Aujourd'hui, les copropriétés ont une gouvernance qui est assez complexe. Il y a l'AG des copropriétaires, il y a des quorums de vote, 50%, 75%, qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de freins qui sont mis à la disposition des AG de copropriété. On a un calendrier que vous montrez à l'écran qui est très, là, pour le coup, très contraignant. Moi, j'aurais tendance à dire, embarquons déjà l'audit de la copropriété, regardons comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et après il faut aller chercher des crédits. Progressivement plutôt que d'accélérer, c'est ce que... Non, en fait, notamment pour la copropriété. Aujourd'hui on a un problème de véhicule financier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas financer des travaux dans la copropriété si on n'a pas d'unanimité. Est-ce que c'est chaque copropriétaire au titre des tantièmes, comme c'est le cas maintenant, qui fait les travaux, ou est-ce qu'on fait un crédit à la copropriété? Et je sais qu'il y a beaucoup d'échanges avec la Fédération française des banques pour créer un véhicule d'investissement pour les copropriétés, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il se trouve qu'il y a une loi qui a été votée le 10 avril sur les copropriétés dégradées,
donc qui a été porté par plusieurs députés et qui est extrêmement intéressant parce que justement il facilite ce vote en Assemblée générale pour le faire baisser, l'abaisser à la majorité simple. Donc ça c'est très important pour justement engager ces travaux de rénovation énergétique. Donc ça je pense que ça va dans le bon sens et on revient sur ces questions de copropriété dégradée, de ménages les plus modestes et donc ça va sûrement accélérer la prise en charge et la rénovation énergétique de ces copros. Et ce que l'on entend aussi parfois, c'est aussi le risque de retirer des logements du marché. Vous parliez de ménages précaires. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi par rapport à ça? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Ça, c'est une vue de l'esprit parce que d'abord. On l'entend, c'est ce qu'on entend. Oui, aussi. On entend. Oui, mais on est déjà très fortement en tension. Il y a le décalage des petites surfaces. Et il s'avère qu'en effet, s'il y a certains biens qui sont vraiment très énergivores, il faut imposer aux propriétaires de faire des travaux. Ouais. C'est très important pour d'abord le locataire. Et puis c'est très important pour la marque carbone du pays. On parle du degré de réchauffement climatique, etc. Alors, si on parle de volume, si c'était ça votre question, on est de l'ordre de 10 000 logements qui pourraient être sortis du parc. C'est pas 150 000, mais pas plus. Ça reste très marginal. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour accélérer, en tout cas, fluidifier à la fois du côté des aides et sur cette rénovation énergétique? Pour moi, la première chose, et là c'est un peu politique, mais c'est d'éviter les stop and go, donc c'est-à-dire les revirements de situation permanents. En décembre 2023, nous avait annoncé une grande réforme, notamment sur la rénovation globale, avec 2 parcours spécifiques pour les aides. Et au 15 février, c'est le chamboule-tout. Donc aujourd'hui, quelle est la répercussion? C'est sur le terrain, c'est les artisans. On n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on n'a jamais eu aussi peu d'entreprises labellisées RGE. On n'a jamais eu aussi peu de personnel formé à la rénovation énergétique, au métier du bâtiment. Et ça, c'est grave, alors qu'on est dans une dynamique qui est extrêmement positive, avec des aides, avec de l'argent qui est mis sur la table. Mais sur le terrain, ça ne suit pas. Les ménages français, ils ne savent plus à qui se vouer, à quel sein se vouer. On leur dit des choses et leur contraire. Et donc ça, à mon avis, c'est une des premières choses. Et puis la simplification, la mutualisation des dispositifs. On se rend compte qu'il y a des contrôles sur toute la chaîne de valeur qui prennent un temps monstre. On reparle des copropriétés, mais aujourd'hui, l'UNIS en parlait. Vous commencez à parler en Assemblée Générale, vous mettez 6 ans pour réaliser votre projet. C'est beaucoup trop long. Donc effectivement, on parlait d'objectifs, mais il faut réduire, simplifier, tout en évitant qu'il y ait des fraudes ou des choses comme ça. Et donc, on est sur la corde raide en permanence entre massifier et simplifier et respecter les règles. Yannick Henouche, oui. Le trend, on l'a. Un diagnostic, alors une volonté, un diagnostic, des préconisations de travaux, un financement de travaux. Aujourd'hui, le RGE, ça ne marche pas. Je corrobore tout ce que vous dites. Sur reconnu garant environnement. Ça ne sert à rien. Ouais. C'est-à-dire, faire des travaux, quand vous faites de l'isolation par l'extérieur, que vous soyez RGE ou pas RGE, vous faites des travaux d'isolation par l'extérieur. Bien fait ou pas mal, ça c'est encore autre chose. Mais ce label, il ne sert à rien, il engorge et en effet, il y a moins d'entreprises qui deviennent RGE. Il faut quand même se poser la question pourquoi. Les financements. Aujourd'hui, l'assiette de financement allouée est potentiellement très importante, mais elle n'est pas utilisée. Il faut savoir pourquoi. Le système bancaire, je crois, commence à s'imprégner du sujet. Ils ont envie de multiplier leur distribution d'éco-PTZ par 12 cette année. Donc on sent qu'il y a une volonté. Après, il y a une complexité et je crois, même si mon propos va être un peu clivant, que tous les acteurs de la chaîne immobilière ne sont pas dans le même tempo. Les diagnostiqueurs sont à fond sur la rénovation énergétique, les entreprises de conseil et de travaux sont à fond sur la rénovation énergétique, les artisans. Par contre, peut-être que certains acteurs... Pensez à qui ? Non, mais je pense que certains gestionnaires de biens ou certains transactionnaires... Fred. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, mais ne joue pas le jeu. Reste dans un autre siècle et qu'aujourd'hui, vendre une maison, ce n'est plus simplement que l'emplacement. Ils n'ont pas pris conscience, en tout cas, de ces enjeux. Le DPE, parce que tous les gens qui achètent un bien appellent le diagnostiqueur pour comprendre ce que veut dire le DPE. Je pense qu'il y a un dernier sujet, c'est la revalorisation aussi de ces métiers. C'est vrai que la rénovation énergétique, on va parler de l'entreprise sur les territoires, mais dans les écoles d'ingénieurs, tout ça, est-ce qu'on parle vraiment du métier, de la globalité du métier, de l'accompagnement, des diagnostics, de la performance financière? Sensibiliser dès le plus jeune âge. Exactement, des économies réelles d'énergie. Enfin, tout ça, c'est un métier extrêmement complexe, extrêmement technique et extrêmement ambitieux. Valorisant. Nous, on milite, par exemple, pour un vrai diplôme d'État en diagnostic immobilier. Aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est comme un comble. On fait 1 million de diagnostics par an et on n'a pas de diplôme d'État. C'est quand même incroyable. Pour terminer en conclusion tous les deux, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter.
Alors moi, je vais commencer par les écueils et ce qu'il faut éviter. C'est la première chose, c'est de faire attention lorsque vous voyez des offres de rénovation énergétique, par exemple, à 1 euro. Là, vous êtes sûr que vous tombez sur des gens malveillants. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'on vous propose, aux qualifications des artisans, on en parlait tout à l'heure. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est réussir à suivre sa consommation énergétique. On en parle énormément. Aujourd'hui, à la télé, on voit des spots où chacun regarde sa consommation énergétique. Il va falloir consommer moins. On a moins d'énergie qu'on va importer. Et aujourd'hui, c'est central. Comment je vais baisser dans mon foyer ma consommation énergétique ? Yannick Henouche, en conclusion, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Il faut faire, comme dans tout sujet, y compris médicaux, etc., un premier diagnostic. Ça peut paraître ouvrir une porte ouverte, mais c'est une réalité. Avant de faire quoi que ce soit comme travaux, il faut déjà savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison. Donc un premier diagnostic, c'est un impératif absolu. Et après, il y a les usages, on l'évoquait aussi. C'est pas parce qu'on fait des travaux de rénovation énergétique qu'on va consommer moins si on ne transforme pas aussi sa capacité à consommer moins, c'est-à-dire faire attention à la chaleur qu'on produit dans la maison. Est-ce que ça sert à quelque chose de chauffer sa maison à 19 degrés quand on n'y est pas? Donc il y a beaucoup d'aides qui peuvent aider, la domotique, l'éducation, la sensibilisation, etc. Mais si on veut embarquer tout le monde dans la rénovation énergétique, avant de faire des travaux, il faut faire un diagnostic et après, il faut utiliser avec parcimonie sa consommation d'énergie. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci beaucoup, Pierre-Marie Perrin. Merci beaucoup. Elio. Yannick Henouche, CDI FNAIM et Exim, merci infiniment. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.